Par une nuit sans lune, 6 signaux alignés fendent le ciel burkinabé. Leur faiblesse apparente contraste avec l'ampleur du décalage qu'ils annoncent, parce qu'une suite de micro-ruptures peut cacher une dynamique prête à s'amplifier, discrète, mais disciplinée, en profitant des seuils d'alerte encore flous. Qu'est-ce que cela change pour un pays? Le fait d'être observé, évalué, puis testé, avant même d'entendre le moindre bruit, et pourquoi Ibrahim Traoré y lit-il une alerte sur la souveraineté? Derrière cette ligne trop parfaite pour être naturelle, l'idée d'un basculement imminent prend forme. L'intention de cette séquence est simple, montrer comment une accumulation d'indices jugés mineurs peut façonner une réponse stratégique précise sans jamais passer par le choc spectaculaire que beaucoup attendent. Il ne s'agit pas de prouver une supériorité technologique, mais d'expliquer comment la lecture disciplinée de signaux faibles transforme une vulnérabilité diffuse en levier d'anticipation. L'enjeu est immédiat pour le spectateur. Comprendre comment un territoire peut être influencé avant même que la menace ne se déclare ouvertement, et pourquoi l'inaction face à des anomalies faibles crée un couloir silencieux où les pressions extérieures s'installent sans résistance. Derrière cette analyse se cache un risque central. Lorsque les seuils d'alerte restent flous, chaque hésitation agrandit l'espace de manœuvre de l'adversaire. A l'inverse, une vigilance structurée peut redéfinir le rapport de force sans escalation visible. Ce récit ne promet donc pas une révélation brutale, mais une compréhension progressive, celle d'un basculement qui commence bien avant d'être reconnu comme tel et qui engage directement la souveraineté, la crédibilité et la capacité d'adaptation d'un État. 6 signaux anormaux, alignés sur une même trajectoire nocturne, ont suffi à déclencher la première alerte sérieuse. Leur répétition méthodique indiquait déjà qu'il ne s'agissait pas d'une curiosité isolée, mais d'un schéma en déploiement, trop cohérent pour être attribué au hasard. Cette mini-révélation a déplacé la lecture du risque. Ce qui semblait faible devenait structurant. Très vite, les avant-postes du nord puis du centre ont relevé des variations identiques. Les anomalies apparaissaient toujours dans des zones de convergence, routes d'approvisionnement, points de surveillance, couloirs de passage, là où la moindre perturbation pouvait signaler une intention extérieure. Chaque relevé ajoutait une pièce au puzzle, transformant des observations dispersées en une chaîne causale lisible. Lorsque ces données ont atteint Ibrahim Traoré, la conclusion s'est imposée. Quelqu'un testait la réactivité du pays de manière progressive, ciblée et patiente. Les équipes ont alors élargi l'analyse. Des rapports autrefois isolés ont commencé à former une cohérence impossible à ignorer. À Kaya, à Wahigouya et dans les vallées centrales, les opérateurs décrivaient les mêmes lueurs ténues, les mêmes ruptures de fréquence, les mêmes trajectoires silencieuses. Leur accumulation révélait un phénomène qui avançait dans les interstices du territoire sans franchir de seuil suffisamment net pour déclencher une alerte officielle. Cette discrétion devenait sa principale force, car elle brouillait la frontière entre l'inhabituel et le calculé. Un paysage nouveau s'est alors dessiné, celui d'un ciel devenu espace contesté. Aux yeux des habitants, les nuits restaient calmes, mais pour les analystes, chaque silence portait déjà l'empreinte d'un passage furtif. Le Burkina Faso n'était pas encore ouvertement menacé, il était observé, évalué, mesuré. Cette transition marquait la première marche d'un risque appelé à s'étendre si son rythme n'était pas interrompu. Les premiers à donner une forme intelligible à ce chaos naissant furent les opérateurs des postes avancés. Leur rôle évolua rapidement. D'observateurs de variations techniques, ils devinrent des interprètes de continuité, capables de relier des signaux faibles en un récit cohérent. Cette transformation marqua un tournant précoce, car elle montrait que la menace ne s'imposerait pas par un choc brutal, mais par une infiltration lente, presque administrative, dans les zones les moins surveillées. Un soldat affecté au secteur de Kaya illustra parfaitement ce basculement. 3 soirs consécutifs, il nota une trajectoire identique, à vitesse constante, toujours entre les mêmes collines. Son premier signalement fut jugé trop fragile pour déclencher une alerte, mais la répétition transforma cette observation en indice solide. Plus au sud, une équipe technique rapporta une série de micro-coupures de fréquence suivant un itinéraire précis, comme si une présence distante cartographiait progressivement les limites de la surveillance nationale.
Mis en parallèle, ces deux micro-cas révélèrent une dynamique commune, des mouvements minimes pouvaient annoncer un glissement stratégique. Les analystes commencèrent alors à relier chaque fragment, montrant que l'enjeu ne résidait pas dans l'intensité des anomalies, mais dans leur constance. Lorsque ces éléments furent présentés à Ibrahim Traoré, ils cessèrent d'être de simples anecdotes de terrain pour devenir des signaux d'orientation stratégique. L'impact précoce fut moins spectaculaire que décisif. En d'autres termes, les détails négligés aujourd'hui dessinent les contraintes de demain. L'activation réelle de la séquence s'est produite dans un contexte trompeusement stable. Avant ce point de bascule, les signaux accumulés au fil des semaines restaient classés comme des curiosités techniques. Trop faibles, trop dispersés, trop discrets pour justifier une réponse coordonnée. Puis, presque sans annonce, le passage du passe avant, diffus à l'après, structuré, s'est opéré. Les anomalies n'étaient de plus seulement relevées, elles s'enchaînaient selon une logique continue, indiquant que le seuil critique avait déjà été franchi. La première rupture tangible survint au cours d'une nuit où le vent du Sahel masquait presque entièrement un léger bourdonnement inhabituel. Un opérateur expérimenté identifia une variation nette de fréquence, régulière, évoluant sur un axe identique au relevé précédent. Cette répétition méthodique excluait toute explication naturelle. En quelques heures, des rapports similaires affluèrent depuis plusieurs secteurs frontaliers. Les lumières observées suivaient des trajectoires trop constantes pour relever d'un phénomène aléatoire. Lorsque ces données consolidées parvinrent à Ibrahim Traoré, l'hypothèse d'une simple anomalie atmosphérique fut définitivement écartée. La montée en tension s'accéléra rapidement. Peu après minuit, un appareil inconnu traversa 3 zones distinctes en moins de 4 minutes. Sa trajectoire ne correspondait à aucun couloir aérien enregistré. Les radars, pourtant récemment ajustés, éprouvèrent des difficultés à maintenir un suivi continu. Cette incapacité momentanée révéla une donnée clé. L'intrusion n'était pas improvisée. Elle testait les calibrages, mesurait les marges de réaction et évaluait la cohérence du dispositif national. Quelques heures de plus tard, un second appareil apparut dans une zone adjacente, cette fois à une altitude volontairement plus basse, comme pour contourner les détecteurs recalibrés. Face à cette escalade, le commandement dut trancher rapidement. Les moyens disponibles restaient limités. Pas de flotte aérienne sophistiquée, pas de capacité de brouillage avancée. Mais une option subsistait. Adapter des systèmes existants à une lecture plus fine des signaux. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les relais furent fusionnés, les postes de surveillance renforcés et les données centralisées afin de créer une continuité territoriale. Cette réorganisation transforma une série de réactions isolées en une posture collective. Le point culminant survint lorsque 3 signatures identiques furent à capter en moins de 10 minutes. Une simultanéité aussi précise ne pouvait être accidentelle. Elle révélait le début d'une opération coordonnée visant plusieurs zones sensibles. À cet instant, la fenêtre d'hésitation se referma. Le pays entrait dans une phase où chaque minute comptait et où la moindre erreur pouvait élargir l'espace d'intrusion. Le flux des événements n'était plus réversible. Il imposait une réponse immédiate et disciplinée. L'analyse devint décisive lorsque les équipes purent enfin établir une ligne de base claire pour interpréter les trajectoires observées. Pendant près de 3 semaines, les signatures détectées se maintinrent autour d'une altitude stable de 1900 mètres, un niveau suffisamment élevé pour contourner les radars classiques tout en restant perceptible pour les capteurs récemment recalibrés. Cette constance suggérait une stratégie prudente destinée à tester la vigilance sans provoquer de rupture brutale. Tant que ce seuil restait inchangé, l'hypothèse d'une simple phase d'observation demeurait crédible. Le premier delta altimétrique modifia toutefois toute l'équation. Lorsqu'un appareil descendit soudainement à 1500 mètres, l'équilibre interprétatif fut rompu. Une telle baisse accroît la visibilité et réduit la marge d'erreur de l'intrus. Cette variation, en apparence modeste, signalait un ajustement tactique visant à contourner la grille de surveillance renforcée. Pour Ibrahim Traoré, ce changement marquait un tournant. L'adversaire ne se contentait plus d'observer passivement, il adaptait activement ses trajectoires en fonction des réponses burkinabées. L'altitude cessait d'être un paramètre neutre, elle devenait un indicateur d'intention.
Un second indicateur quantifié renforça cette lecture. La vitesse moyenne des appareils, estimée autour de 400 km/h, resta étonnamment homogène lors des premières incursions. Une cadence aussi régulière renvoie généralement à un protocole automatique conçu pour limiter les écarts et réduire les risques d'erreur. Cette constance alimenta d'abord une interprétation prudente, les machines semblaient fonctionner sans pilotage humain direct, mais cette hypothèse fut remise en cause lorsque des variations soudaines apparurent. Des accélérations brèves, suivies de ralentissements calculés, révélèrent un pilotage adaptatif. Une vitesse variable traduit une tentative d'évitement radar en temps réel. Cette évolution indiquait qu'un opérateur surveillait les réactions du pays et ajustait chaque passage en conséquence. Le troisième paramètre quantifié concernait les trajectoires elles-mêmes. Initialement dispersées, elles commencèrent à former des cercles répétitifs autour d'infrastructures précises. Les distances restaient constantes, les intervalles réguliers, les angles similaires. Une telle répétition excluait toute errance technique. Elle révélait une volonté méthodique de sonder des périmètres ciblés. Altitude stable, chute marquée, variation de vitesse et répétition des tracés composaient désormais un ensemble cohérent, lisible comme un schéma hostile en évolution. Ces trois mesures, mises bout à bout, montrèrent une progression nette. Chaque delta correspondait à une réponse burkinabé et chaque réponse provoquait un ajustement adverse. Les ingénieurs recalibrèrent alors les fenêtres de détection en fonction de ces écarts mesurés. Les signaux faibles, autrefois négligés, devinrent des déclencheurs d'alerte systématiques. Le pays passa d'une posture hésitante à une surveillance continue et disciplinée. En observant cette accumulation de delta, Ibrahim Traoré comprit que la menace n'était plus hypothétique. Elle suivait une trajectoire mesurable, irréfutable, déjà en cours. Deux lectures opposées émergèrent lorsque les premières données consolidées furent confrontées. La première défendait l'idée que la neutralisation des intrusions restait à portée. Les altitudes observées, les vitesses relativement constantes et la répétition des trajectoires prouvaient qu'un réseau pourtant vieillissant pouvait capter des variations significatives. Pour ce camp, la logique était simple. Si les drones révélaient déjà leur schéma préférentiel, même zone, mêmes horaires, même distance, alors une surveillance synchronisée permettrait d'anticiper chaque nouvel essai. Rien, dans les relevés initiaux, ne suggérait une menace impossible à contenir à court terme. La seconde lecture se montrait nettement plus critique. Certains analystes estimaient que les appareils identifiés jusqu'ici ne représentaient qu'une phase d'essai limitée. Les drones, bien que techniquement avancés, n'avaient pas encore déployé leur plein potentiel. Rien ne garantissait qu'un modèle plus rapide, plus furtif ou mieux piloté ne puisse franchir le dispositif national sans être détecté. Selon cette perspective, les variations d'altitude et de vitesse traduisaient des ajustements exploratoires, non un engagement réel. Le risque majeur résidait dans une fausse confiance, susceptible de fragiliser la réponse face à une offensive plus incisive. Pour dépasser ce clivage, les techniciens revinrent aux données brutes. Les relevés montraient que chaque variation adverse suivait une réponse nationale précise. Les trajectoires changeaient après chaque recalibrage radar. Les vitesses s'ajustaient dès qu'un verrouillage devenait plus probable. Les cercles se resserraient autour des zones où la surveillance paraissait moins dense. Cette interaction constante révélait un fait essentiel. L'adversaire dépendait du dispositif burkinabé pour affiner ses essais. Une technologie réellement supérieure n'aurait pas eu besoin de s'adapter aussi fréquemment. La conclusion s'imposa alors comme une synthèse plutôt qu'un choix binaire. Le Burkina Faso ne disposait pas d'une défense parfaite, mais il avait déjà démontré qu'une vigilance intelligente pouvait perturber une machine plus avancée. Sous cette lecture équilibrée, portée jusqu'au sommet par Ibrahim Traoré, la situation ne relevait ni d'un optimisme naïf, ni d'un pessimisme paralysant. Elle appelait une discipline constante, seule capable de transformer une asymétrie technologique en rapport de force dynamique. La capture quasi simultanée de 3 signatures identiques signala la fin de la phase d'observation. Les trajectoires, jusqu'alors dispersées, se resserraient désormais autour de zones clairement définies, révélant une intention bien plus intrusive
que les cercles exploratoires bien précédents, les recoupements entre le nord et le centre montrèrent une convergence nette, comme si les appareils cherchaient à mesurer la réaction du pays face à une pression coordonnée. Ce moment bref, mais décisif, transforma une inquiétude diffuse en certitude opérationnelle. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronisation modifia la lecture stratégique. Le territoire n'était plus seulement surveillé, il était sondé dans sa profondeur. La simultanéité des signaux indiquait que l'adversaire évaluait désormais la solidité de chaque segment du dispositif, testant la capacité nationale à absorber une contrainte multiple. Le ciel burkinabé cessait d'être un espace neutre. Il devenait un espace contesté, structuré par des intentions extérieures mesurables. Cette révélation de milieu redéfinissait tout. La menace n'était plus lente et ambiguë. Elle devenait tangible, active, organisée. À partir de cet instant, la question n'était plus de savoir si une pression existait, mais comment elle évoluerait. Le récit changeait d'échelle. D'une accumulation de signaux faibles, il passait à une dynamique assumée, imposant une révision immédiate des priorités et des temporalités de réponse. Lorsque la convergence des trajectoires fut confirmée, les effets cessèrent d'être abstraits et se manifestèrent presque immédiatement dans 4 sphères clés du Burkina Faso. Les données synchronisées montraient que la pression aérienne ne se limitait plus à des tests techniques, mais imposait une réorganisation rapide des pratiques. Ibrahim Traoré comprit alors que chaque minute de latence pouvait créer une faille exploitable. La vigilance devait devenir une architecture durable, non un simple réflexe ponctuel. Les institutions furent les premières qu'on les concernait. La centralisation accélérée des flux de surveillance révéla des décalages internes jusque-là masqués. Certains relais transmettèrent leurs données avec retard, d'autres utilisaient encore des formats hétérogènes. Sous pression, l'État dut recentrer la coordination autour d'un noyau décisionnel restreint, capable de diffuser des instructions sans distorsion. Cette rationalisation améliorait la réactivité, mais mettait aussi en lumière la dépendance à des infrastructures vieillissantes, créant une tension permanente entre efficacité stratégique et limites matérielles. Les entreprises, notamment dans les secteurs miniers et logistiques, ressentirent des répercussions plus indirectes, mais tout aussi réelles. Les survols répétés de corridors économiques s'accompagnèrent de perturbations légères des communications internes. Ces interruptions brèves n'interrompaient pas l'activité, mais elles suffisaient à accroître la perception du risque chez les investisseurs et les partenaires. Pour y répondre, les opérateurs locaux renforcèrent leurs protocoles de continuité et multiplièrent les redondances, intégrant la contrainte sécuritaire comme un paramètre structurel de leurs opérations. Dans les zones rurales, l'impact prit une forme plus diffuse. Les habitants observaient des lueurs inhabituelles dans un ciel jusque-là familier. Ce changement discret, mais répété, installait une incertitude nouvelle. Chaque nuit calme semblait désormais chargée d'un potentiel signe d'intrusion. Les autorités durent alors adapter leur communication, privilégiant des messages simples et réguliers afin d'éviter la propagation de rumeurs. Cette pédagogie visait moins à rassurer qu'à offrir un cadre de compréhension partagée. Et enfin, les pays voisins furent directement concernés par les trajectoires révélées. Les couloirs suspects dépassèrent les frontières nationales, indiquant que la dynamique en cours ne ciblait pas un seul territoire. Cette prise de conscience incita plusieurs États à envisager une coordination sécuritaire renforcée. Les échanges restaient prudents, mais ils posaient les bases d'une solidarité régionale naissante. Dans cette configuration, la pression exercée sur le Burkina Faso devenait un signal d'alerte pour l'ensemble du Sahel, redéfinissant la notion même de souveraineté aérienne partagée. À partir des données consolidées et des ajustements déjà observés, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Elles ne relèvent pas de la spéculation gratuite. Chacune prolonge des dynamiques déjà visibles, avec des implications distinctes sur le rythme, l'intensité et la durée de la pression exercée. Tout d'abord, une voie de continuité semble possible. Le Burkina Faso poursuit l'ajustement progressif de son réseau de surveillance en s'appuyant sur les deltas identifiés. Les seuils d'alerte sont affinés, les formats de transmission harmonisés et la coordination interne gagne en fluidité.
Les intrusions se maintiennent, mais sans franchir un palier d'escalade ouvert. Cette stabilité relative repose sur une discipline opérationnelle constante. La pression extérieure subsiste, contenue par la capacité à lire et anticiper des variations fines. Le risque principal demeure l'usure car la vigilance prolongée mobilise des ressources limitées. Puis, un tournant plus favorable pourrait s'opérer si les États voisins tirent pleinement les enseignements des couloirs transfrontaliers mis en évidence. Une coopération sécuritaire, même partielle, permet l'échange de données non sensibles et la réduction des zones aveugles. Cette mutualisation améliore la couverture régionale et complique les intrusions isolées. La pression diminue alors en fréquence et en profondeur, non par supériorité technologique, mais par densité de vigilance. Dans ce cadre, la lecture défendue par Ibrahim Traoré, celle d'une souveraineté construite par la cohérence, trouve une validation concrète. Et enfin, une trajectoire plus sévère apparaît si les acteurs extérieurs décident de déployer des appareils plus rapides, plus discrets ou mieux pilotés. Les mécanismes actuels restent pertinents, mais leurs marges de manœuvre se réduisent. Les communications stratégiques risquent d'être saturées, rendant la synchronisation plus fragile. Chaque retard, même minime, peut devenir une faille structurelle. L'État serait alors contraint de réallouer ses ressources en permanence pour absorber une pression devenue continue au détriment d'autres priorités. Penser ces trajectoires simultanément permet d'éviter un piège classique. Laisser l'urgence du présent effacer les options futures. La clé réside dans une anticipation prudente, capable d'évoluer sans figer la réponse dans un seul horizon. Les effets de cette séquence ne se limitent pas au cercle décisionnel ou au tableau de données. Ils se diffusent progressivement dans la manière dont différents groupes perçoivent la stabilité du pays. À mesure que les signaux techniques deviennent des décisions concrètes, la crise change d'échelle. Elle quitte le registre abstrait pour toucher le vécu quotidien. Les techniciens, opérateurs et relais locaux se trouvent en première ligne. Leur travail n'est plus seulement d'enregistrer des variations, mais de garantir la continuité d'une chaîne de souveraineté. Chaque relevé compte, chaque délai peut peser. Cette responsabilité accrue modifie leur rapport au risque. La routine disparaît au profit d'une vigilance permanente où la précision devient un enjeu collectif. Leur engagement silencieux constitue désormais une composante centrale de la réponse nationale. Pour les étudiants, les citadins et les cadres régionaux, l'enjeu est surtout narratif. Ils cherchent à comprendre ce qui se joue sans être submergés par le détail technique. Les informations diffusées par les autorités leur offrent un cadre de lecture qui limite la place des rumeurs. Ce public a besoin de cohérence et de continuité, savoir ce qui change, pourquoi cela change et dans quelle mesure leur quotidien est concerné. La clarté de l'explication devient ici un facteur de stabilité sociale. Dans les localités plus éloignées, la perception passe davantage par les effets indirects. Les habitants remarquent des ajustements dans les communications, des interventions ponctuelles, une présence institutionnelle parfois plus visible. Leur attente principale reste la constance des services essentiels. Pour eux, la souveraineté ne se mesure pas en données, mais en continuité administrative et en capacité de soutien. Ces trois regards, mis ensemble, montrent qu'une même pression peut produire des lectures multiples. C'est dans leur articulation que se joue l'acceptation durable de la vigilance collective. La transition vers une vigilance durable impose une méthode claire, capable de résister à une pression prolongée sans se fragmenter. La première étape consiste à consolider un centre de fusion unique où l'ensemble des flux de surveillance est regroupé. En réduisant le nombre d'intermédiaires, le délai entre détection et décision se raccourcit. Le critère de succès devient mesurable, le temps de réaction suivi de manière continue. La deuxième étape porte sur l'ajustement technique progressif. Les radars et capteurs existants sont recalibrés selon les deltas déjà observés afin d'élargir la sensibilité sans saturer les systèmes. L'objectif n'est pas de multiplier les alertes, mais de distinguer plus rapidement une anomalie naturelle d'une intrusion calculée. Cette précision réduit les faux positifs et stabilise la charge opérationnelle. La troisième étape concerne la standardisation des rapports. Chaque poste avancé adopte un format strict pour transmettre les anomalies, mêmes paramètres,
mêmes unités, mêmes seuils. Cette homogénéité supprime les divergences d'interprétation et renforce la cohérence nationale. L'efficacité se mesure à la disparition des contradictions entre sources. Une quatrième étape, plus diplomatique, élargit la couverture. Le partage de données non sensibles avec les États voisins permet de surveiller simultanément les couloirs transfrontaliers. Cette coordination embryonnaire limite les zones aveugles sans engager une dépendance stratégique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces étapes s'inscrivent dans une logique de continuité plutôt que d'urgence. Chacune précise qui agit, quand et selon quels indicateurs. Ensemble, elles transforment une suite de réactions improvisées en une architecture disciplinée, capable d'absorber l'incertitude sans perdre la maîtrise du temps. En revenant aux premières nuits, Ibrahim Traoré se remémore une image simple, celle d'un soldat de Kaya observant 3 soirs de suite la même trajectoire silencieuse entre 2 collines. À l'époque, ce geste semblait presque anodin, trop fragile pour peser face aux urgences visibles. Pourtant, c'est à partir de cette attention patiente que tout a commencé à prendre forme. Les micro-coupures, les lueurs ténues, les ruptures de fréquences dispersées ont cessé d'être des anomalies isolées pour devenir les jalons d'une vigilance collective. Ce retour au motif initial révèle une leçon centrale. La souveraineté ne s'est pas affirmée par une démonstration spectaculaire, mais par l'addition de regards attentifs, capables de relier des détails que beaucoup auraient ignorés. Les relais, les vallées, les couloirs aériens modestes ont dessiné une géographie intérieure où chaque fragment comptait. La technologie a joué son rôle, mais elle n'aurait rien produit sans cette persévérance humaine, silencieuse et disciplinée. À travers cette séquence, le Burkina Faso n'a pas seulement ajusté un dispositif technique, il a redéfini sa manière d'écouter son propre territoire. Cette mémoire du terrain, forgée loin des discours officiels, est devenue la véritable charpente d'une résistance durable. Et pour garder en tête l'essentiel, une phrase résume tout: les signaux faibles ne mentent jamais longtemps. La séquence retracée ne se réduit ni à une opération aérienne, ni à une série de réglages techniques. Elle montre comment un pays peut se transformer lorsqu'il apprend à lire les signes discrets qui traversent son ciel et comment une vigilance collective peut naître de détails longtemps jugés négligeables. Cette dynamique ne relève pas uniquement des institutions ou des spécialistes, elle s'enracine aussi dans la manière dont une société observe, questionne et partage ce qu'elle perçoit. Le public occupe ici une place silencieuse mais essentielle. En comprenant les mécanismes à l'œuvre, chacun contribue à maintenir un espace où les enjeux collectifs peuvent être discutés sans dramatisation ni déni. Cette compréhension partagée renforce la stabilité autant que les dispositifs techniques, car elle réduit la distance entre décisions stratégiques et perception sociale. Ibrahim Traoré a misé sur cette continuité. Une souveraineté qui ne s'impose pas par la peur, mais par la lisibilité et la cohérence. La question demeure ouverte, volontairement. Dans un monde où les signaux deviennent plus rapides et plus faibles à la fois, comment reconnaître ceux qui annoncent un changement réel ?